11 octobre 1969, un taxi du nom de Paul Stein prend en charge un client à destination de l'angle des rues Washington et Maple. Environ 10 minutes plus tard et quelques pâtés de maison plus loin, le corps de Stein est retrouvé dans sa voiture, une balle dans la tête. Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire mystérieuse, non résolue. Entre 1960 et 1970, un tueur en série terrorise les habitants de San Francisco, en Californie, aux États-Unis. L'histoire se passe entre 1960 et 1970. Un tueur en série terrorise les habitants de San Francisco, en Californie. L'affaire remonte aux années 1968-1969. Un homme est coupable des meurtres d'au moins 5 victimes identifiées et affirme en avoir tué 37 autres. Il s'agit d'une des affaires criminelles les plus célèbres aux États-Unis, puisque le tueur en série revendique les meurtres après les avoir commis en envoyant des lettres et des messages codés à la police et à la presse. Comment un homme, tuant des personnes de sang-froid et revendiquant les meurtres par la suite, a-t-il pu passer entre les mailles du filet? Comment a-t-il pu se jouer de la police sans jamais se faire prendre? C'est l'histoire du tueur du Zodiac. Les faits débutent le 20 décembre 1968. Un couple de jeunes adolescents, David Faraday et Betty Lou Jensen, âgés de 16 et 17 ans, décident de sortir passer la soirée ensemble. Après avoir roulé quelques minutes, ils décident de se garer dans un parking isolé à Benicia, tout près du lac Herman en Californie. Peu après leur arrivée, vers 23h, un autre véhicule vient se garer derrière leur voiture. Le conducteur sort de la voiture et se met à leur tirer dessus. David sera tué d'une balle dans la tête. Betty, quant à elle, se fera tirer dessus à 5 reprises. Et même si elle parvient à quitter le véhicule, elle sera retrouvée morte quelques mètres plus loin. C'est une passante qui signalera le crime à la police quelques heures plus tard. Quelques semaines plus tard, et à quelques kilomètres de là, le soir de la fête nationale, le 4 juillet 1969, un autre couple, Michael Majot, 19 ans, et Darlene Ferrin, 22 ans, sortent passer la soirée ensemble. Ils décident de se garer près de la ville de Vallejo, sur le parking du golf du Blue Rock Springs. Là encore, un véhicule s'approche et se gare près de leur voiture, peu après minuit. Le conducteur sort de sa voiture et pointe une lampe torche sur le couple de jeunes adolescents. Michael pense alors à un contrôle de police. C'est alors qu'il se penche vers la boîte à gants pour récupérer ses papiers d'identité, pour les présenter à l'homme qu'il pensait être un policier. L'homme se met à leur tirer dessus et les laisse morts dans la voiture. C'est un voisin qui, alerté par les coups de feu, qui alertera la police par la suite. Michael survit miraculeusement à ses blessures. Darlene, quant à elle, sera déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. Michael déclara par la suite aux enquêteurs que leur agresseur était un homme blanc, brun, âgé d'environ 20 à 30 ans, de taille moyenne et plutôt costaud. Mais ce n'est pas tout. Cette nuit-là, la police reçoit un appel provenant d'une cabine téléphonique tout proche du bureau du shérif. C'est un homme qui endosse la responsabilité des meurtres qui viennent d'être commis. C'est un mois plus tard, le 1er août 1969, que l'affaire devient médiatisée. Le tueur en série adresse à 3 journaux locaux une lettre dans laquelle il reconnaît être coupable des meurtres. C'est le Vallejo Times Herald qui publie la lettre envoyée par le tueur en série. Et voici ce qu'elle dit.
Cher rédacteur en chef, je suis l'assassin des 2 adolescents à Noël dernier près du lac Herman et de la fille du 4 juillet dernier. Pour prouver cela, je vais énoncer quelques faits que seuls moi et la police savons. Et c'est alors qu'il donne une liste détaillée de plusieurs détails sanglants que seules les personnes ayant été sur les scènes de crime pouvaient savoir. Et il dit: le 4 juillet, je n'ai pas ouvert la portière de la voiture. La fenêtre était déjà baissée. Le garçon était initialement assis sur le siège avant lorsque j'ai commencé à tirer. Je lui ai tiré le premier coup de feu dans la tête. Il a fait un bond en arrière en même temps, gâchant ainsi mon tir. Il s'est retrouvé sur la banquette arrière, puis sur le plancher, en se cognant très violemment avec ses jambes. C'est comme ça que je lui ai tiré une balle dans le genou. La lettre est signée d'un cercle barré d'une croix. Avec cette lettre, le tueur envoie un message codé, un cryptogramme qui sera déchiffré une semaine plus tard par un couple d'instituteurs. Et voici ce qu'il contient. J'aime tuer des gens parce que c'est tellement plus amusant que de chasser dans la forêt. Parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. Tuer quelque chose me donne l'expérience la plus excitante. C'est encore meilleur que de se faire une fille. La meilleure partie est que lorsque je mourrai, je rentrerai au paradis et tous ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves. Je ne vous donnerai pas mon nom parce que je sais que vous essayerez de me ralentir ou de m'empêcher de collecter des esclaves pour ma vie après la mort. Les 4 derniers sigles n'ont pas pu être déchiffrés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut clairement dire que le tueur se joue des autorités en les défiant à travers des messages chiffrés. Le tueur, qu'on appellera désormais le Zodiac, va récidiver le 27 septembre 1969. Là encore, un couple de jeunes étudiants, Brian Hartnell, 20 ans, et Cecilia Shepard, 22 ans, veulent profiter du bon temps. Ils se décident à aller faire un pique-nique sur les bords du lac Berryessa, en Californie, plus précisément à Twin Oak Ridge. Ils profitent du bon temps, leur pique-nique se passe, mais Cecilia remarque la présence d'un homme au comportement assez étrange. Plusieurs fois, elle jette un œil au loin et remarque que l'homme va, vient à plusieurs reprises. À un moment, l'homme se cache derrière un arbre, puis surgit avec une cagoule sur la tête portant le signe du zodiaque. Il tient une arme dans une de ses mains et un couteau dans l'autre. Il est trop tard. Cecilia hurle « Oh mon Dieu, il a une arme !» Le tueur change de mode opératoire. Il n'agit plus dans la nuit, mais en plein jour et dans des endroits assez fréquentés. Le tueur poignarde Brian à 6 reprises dans le dos, puis s'acharne ensuite sur Cecilia en la poignardant à 12 reprises. Et le plus glauque, c'est qu'avant de partir, l'assassin prend le temps de tracer sur la voiture de Brian le signe du zodiaque, le même signe qu'avec lequel il signe les lettres qu'il envoie à la presse, et de rajouter les dates de ses 2 précédents meurtres. Donc sur la voiture de Brian, il a fait son signe, le rond barré d'une croix, et juste en dessous, il a mis les 2 dates de ses 2 précédents crimes. Cette fois encore, l'assassin se rend dans une cabine téléphonique et informe la police du crime qu'il vient de commettre. Dans son appel retranscrit par la suite, il dit « Je veux signaler un meurtre. Non, un double meurtre. Il se trouve à 3 km au nord du siège du parc. Ils étaient dans une Volkswagen Karmann Ghia blanche. » Et après une brève pause, il ajoute « C'est moi qui l'ai fait. » Brian, grièvement blessé, survit à ses blessures. Cecilia, elle, succombera à ses blessures 2 jours plus tard. Brian sera entendu par les enquêteurs et décrira par la suite un agresseur qui s'apparente énormément à l'agresseur ayant agressé les 2 autres couples avant eux. Ce n'est que 14 jours plus tard, malheureusement, que le tueur récidive en faisant une nouvelle victime.
Le 11 octobre 1969, un taxi du nom de Paul Stein prend en charge un client à destination de l'angle des rues Washington et Maple. Environ 10 minutes plus tard et quelques pâtés de maison plus loin, le corps de Stein est retrouvé dans sa voiture, tué d'une balle dans la tête. Mais cette fois-ci, les choses sont différentes. 3 témoins ont vu un homme quitter la scène de crime. Ils décrivent un homme blanc, de corpulence moyenne, portant des lunettes et un chapeau. Ils ajoutent également que le tueur aurait pris le temps de découper un morceau de chemise ensanglantée de sa victime. Et que s'est-il passé? Pourquoi cette fois-ci, l'assassin s'en est-il pris à un chauffeur de taxi? Il avait pour habitude de cibler des couples, de s'acharner en particulier sur des femmes. Il a certainement dû se passer quelque chose. Avec l'aide des témoins sur place, un portrait robot est établi par les enquêteurs. Là encore, le portrait robot décrit un homme semblable à celui ayant agressé les couples précédemment. Mais, ironie du sort, ce jour-là, un cafouillage a mené la police à diffuser un signalement erroné du suspect. Alors, arrivés sur place, les policiers ne cherchent donc pas le bon individu. Ils cherchent un homme noir, laissant probablement le coupable quitter la scène de crime sans même se faire interpeller. Le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'on apprendra par la suite qu'un homme se trouvait sur les lieux, un homme dont la description correspondait à celle du Zodiac et que personne ne l'a interpellé. Ce qui est normal au final, vu que la police cherchait un homme afro-américain et non pas un homme blanc. Il a pu passer devant les policiers sans que personne ne prête attention à lui. Même s'ils ont fait des barrages et bouclé les rues, il était très facile pour lui de pouvoir s'éloigner sans que personne ne prête attention. Pour narguer encore les enquêteurs, le tueur fera par la suite allusion à cette erreur dans l'une des lettres qu'il enverra par la suite. 2 jours plus tard, le Chronicle, un journal local, reçoit une nouvelle lettre dans laquelle le tueur endosse la responsabilité du meurtre du chauffeur de taxi, Paul Stein. Il dit dans sa lettre « C'est le Zodiac qui vous parle. Je suis l'assassin du chauffeur de taxi sur Washington et Maple Street la nuit dernière. Pour le prouver, voilà un morceau de la chemise taché de sang. Je suis le même homme qui s'est fait les jambes dans le nord de la baie. La police de San Francisco aurait pu m'attraper la nuit dernière s'ils avaient cherché correctement dans le parc au lieu de s'amuser à faire des courses avec leur moto pour savoir laquelle faisait le plus de bruit. Les conducteurs auraient pu simplement garer leur voiture et rester assis tranquillement à attendre que je sorte de ma cachette. Et comme si cela n'était pas suffisant, dans l'enveloppe, il a ajouté un morceau de chemise de sa dernière victime, le chauffeur de taxi. Le tueur avait là encore comme un besoin profond de prouver qu'il était capable de commettre ces meurtres odieux, de sang-froid, sans aucun remords. C'est à ce jour le dernier assassinat que l'on peut imputer de manière certaine au tueur du Zodiac. Par la suite, le Zodiac a continué à envoyer d'autres lettres, mais aussi 2 cryptogrammes sans que jamais personne ne puisse déterminer l'identité du coupable. Il a fallu de nombreuses années pour que quelqu'un réussisse à déchiffrer un message codé, puisque c'est 50 ans plus tard, en décembre 2020, qu'un groupe de codeurs amateurs ont réussi à déchiffrer un message qu'ils ont transmis au FBI et qui l'a validé. L'enquête poursuit toujours son cours. Cette enquête représente à elle seule des centaines de prises d'empreintes et plus de 2500 interrogatoires. Plusieurs suspects ont retenu l'attention des enquêteurs plus que d'autres. Certains hommes ont été fortement suspectés, et parmi eux, un des suspects les plus célèbres dans cette affaire, c'est Arthur Leigh Allen. C'est la publication du livre Zodiac en 1986 de Robert Graysmith qui fait naître la rumeur selon laquelle Arthur Leigh Allen, un habitant de Vallejo, serait coupable d'agression sur de jeunes individus. Michael Mageau, qui avait survécu à la 2e agression, l'a d'ailleurs formellement identifié comme étant le tueur. Mais malgré les témoignages et les comportements troublants,
Arthur Allen décède en 1992 sans jamais avoir été ni inculpé ni jugé pour les meurtres du Zodiac. Un autre suspect du nom de Lawrence Kane a suscité une attention particulière de la part des enquêteurs, notamment du fait de sa ressemblance avec le portrait robot. Kane pouvait être le suspect idéal. Il était connu pour avoir un comportement violent, il avait déjà eu des démêlés avec la justice, il avait été condamné à plusieurs reprises pour cambriolage, agression et possession illégale d'armes à feu. Certains témoins ont même affirmé avoir vu Kane dans les environs des scènes de crime le jour des meurtres. Mais là encore, les empreintes et l'ADN laissés sur les scènes de crime ne permettent pas de relier Kane au meurtre. D'autres suspects comme Richard Kwiatkowski et Rick Marshall ont eux aussi suscité un intérêt particulier, mais là encore, rien n'a pu les relier au meurtre. Mais le plus fou dans cette affaire, c'est que malgré tous les moyens mis en place par la police, le FBI et les enquêteurs, personne n'a jamais réussi à trouver l'identité du coupable. Alors si vous vous demandez ce que sont devenus les rescapés, eh bien tous les deux ont globalement fait le choix de vivre une vie loin des médias, plutôt discrète. Ils ont dû certainement vivre dans l'angoisse constante que le meurtrier revienne finir le travail, d'autant plus que personne n'a été arrêté et que le tueur était toujours dans la nature. Michael Mageau a subi de graves séquelles physiques et psychologiques. Il a fait le choix de vivre loin des médias, une vie plutôt discrète, et est décédé en 2007 à l'âge de 63 ans. Brian Hartnell, qui a survécu à l'agression sur les bords du lac, a dû subir de nombreuses opérations chirurgicales et vivre avec de graves douleurs chroniques. Il a terminé ses études et a travaillé en tant qu'avocat en Californie. Il est toujours vivant et vit avec sa famille, quelque part en Californie. Les deux ont refusé des interviews et de paraître dans les médias. L'affaire du Zodiac reste l'un des cas de meurtre non résolus les plus célèbres de l'histoire américaine, puisqu'elle continue d'inspirer les gens dans la réalisation de films et l'écriture de nombreux livres. Alors, qui d'après vous pourrait être le coupable? Comment un homme a-t-il pu coder des messages que personne n'a su déchiffrer? D'après les rumeurs, son identité serait même révélée dans un des cryptogrammes qu'il a envoyés. Comment le Zodiac a-t-il pu se jouer de la police sans jamais se faire prendre? Faisait-il partie de la police? Pourquoi les tests ADN n'ont-ils pas pu déterminer l'identité du coupable? Malgré tous les moyens mis en place par les enquêteurs, le FBI et la police, personne n'a su trouver l'identité du coupable. Le mystère reste toujours non résolu. À titre personnel, je trouve ça vraiment aberrant que le coupable n'ait pas été identifié. Enfin, je veux dire, la police, le FBI, des enquêteurs, tout un dispositif mis en place pour qu'un homme envoie des messages codés, envoie des lettres sans jamais se faire prendre. Comment un homme, en laissant autant de preuves sur les scènes de crime, a-t-il pu échapper à la police? Il a laissé bon nombre de traces ADN, d'empreintes, sans que personne ne l'attrape. Je peux comprendre que certaines personnes soient toujours fascinées par cette histoire, par cette affaire, et que bon nombre de personnes continuent à enquêter dessus, même à titre personnel. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et à me mettre un petit like. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.